Je suis Simon Collin, je suis professeur au département de didactique des langues à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. L'apprentissage d'une langue seconde, c'est un processus qui est long et qui est complexe. C'est un processus qui va impliquer différents processus cognitifs liés à différentes compétences linguistiques et différentes étapes également. Et tout ça va varier en fonction d'une foule de facteurs linguistiques, certains étant individuels, d'autres étant scolaires, sociaux, de sorte que l'apprentissage d'une langue seconde suit des étapes qu'on connaît, mais qui vont varier d'un élève à un autre. Durant ce processus d'apprentissage d'une langue seconde, l'élève dispose déjà d'une langue première par définition. Et il va pouvoir utiliser cette langue première-là pour appuyer, soutenir l'apprentissage de sa langue seconde. Il va notamment utiliser des mécanismes de transfert de la langue première vers la langue seconde qui vont impliquer des hypothèses et puis des tests de ces hypothèses-là et des ajustements en conséquence. De sorte que l'élève va faire des transferts, certains vont être réussis, d'autres vont demander des ajustements et c'est dans ce processus-là qui comprend des phases d'essai-erreur, d'hypothèses et de tests que l'élève va finalement arriver à stabiliser la langue qu'il est en train d'acquérir. Alors, durant ce processus d'apprentissage de la langue seconde, l'élève ou certains élèves, disons, peuvent connaître ce qu'on appelle une phase de silence. Une phase de silence durant laquelle l'élève arrête de parler en langue seconde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il arrête de communiquer. Il peut communiquer autrement qu'en parlant. Par contre, c'est une phase intense d'observation pour lui, d'observation de la langue et du fonctionnement de la langue. Et l'idée, c'est de développer au maximum ses capacités en réception, notamment réception orale, donc comment fonctionne la langue, pour pouvoir ensuite mieux produire. De sorte que ce n'est pas parce qu'un élève est silencieux qu'il n'est pas en train d'apprendre la langue pour autant ou qu'il est en difficulté d'apprentissage de la langue. C'est une période qui peut être tout à fait normale pour certains élèves. Elle est des fois absente chez certains élèves. Elle peut prendre au contraire quelques semaines, voire quelques mois chez d'autres élèves. En aucun cas, il s'agit d'une difficulté d'apprentissage de la langue. Il est important de souligner que l'apprentissage de la langue nécessite du temps, mais que ce temps-là va varier en fonction des usages de la langue. Par exemple, développer un usage conversationnel de la langue, une communication dans la vie de tous les jours, va demander généralement aux élèves de 1 à 3 années d'apprentissage de la langue. Donc, somme toute, c'est assez rapide. Pour autant, à l'école, développer une maîtrise de la langue qui permette d'apprendre les différentes disciplines, qui permettent de réfléchir, qui permettent de formuler des questions, va être beaucoup plus complexe au niveau linguistique, au niveau cognitif également, et va donc demander plus de temps. En fait, on estime que les élèves vont avoir besoin de 5 à 7 ans pour développer cette maîtrise-là de la langue seconde. Alors, il y a plusieurs implications de l'apprentissage de la langue seconde vis-à-vis des élèves. La première, c'est que pour savoir le niveau de maîtrise du français par les élèves allophones, il faut faire attention de ne pas se fier aux interactions quotidiennes qu'on a avec eux, parce qu'ils peuvent être linguistiquement très à l'aise dans des conversations quotidiennes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont la même maîtrise linguistique de la langue pour apprendre les disciplines comme on le leur demande à l'école. Donc, il ne faut pas trop se fier finalement aux impressions qu'on a dans des conversations informelles avec les élèves. Il faut aller un peu plus loin dans l'évaluation de leur niveau linguistique. L'autre implication qui est très importante, c'est qu'on comprend alors que la classe d'accueil est une étape fort importante, tout à fait nécessaire pour que les élèves allophones puissent développer leurs compétences en français. Pour autant, elle n'est en rien suffisante. Autrement dit, l'apprentissage de la langue va commencer en classe d'accueil pour les élèves allophones, mais il va assurément se poursuivre au-delà de la classe d'accueil, donc dans la classe ordinaire. Et puisque les élèves vont être en train encore d'apprendre le français en classe ordinaire, il s'agit aussi de les aider et donc d'enseigner cette langue-là. Il y a différentes pratiques didactiques qu'on peut mobiliser pour ça en classe ordinaire, notamment ne pas négliger la compétence orale pour les élèves allophones. Pourquoi? Parce que la compétence orale va être importante à développer chez les élèves allophones pour qu'ils puissent développer à partir de ça leurs compétences écrites également. Or, la classe ordinaire est principalement orientée vers l'apprentissage de l'écrit plutôt que de l'oral. Alors, c'est là qu'en tant qu'enseignant de classe ordinaire, il faut penser à faire une place à l'oral, notamment commencer par l'oral pour bâtir la compétence écrite dans les activités didactiques qu'on développe. Alors,
Alors, il existe différentes manières de définir le plurilinguisme. On peut parler par exemple de plurilinguisme politique ou étatique. C'est le cas par exemple du Canada qui a officiellement deux langues, le français et l'anglais. Quiconque pour autant voyage un peu au Canada remarque qu'il y a bien plus de langues au Canada qui sont parlées que les deux langues officielles, le français et l'anglais. Et dans ce cas-là, on parle de plurilinguisme social. De sorte que s'il y a plusieurs pays qui sont monolingues au niveau politique ou étatique, il y a rarement des pays qui sont monolingues au niveau social. S'ajoute également le plurilinguisme individuel, c'est-à-dire le plurilinguisme propre à une personne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plurilinguisme individuel est tout à fait commun. On estime, même si c'est dur à chiffrer précisément, que plus de la moitié de la population est plurilingue d'une manière ou d'une autre. Se pose alors la question de savoir, mais c'est quoi finalement être plurilingue? Il y a différents types de plurilinguisme qu'on peut distinguer, suivant différents critères. Par exemple, le plurilinguisme précoce, qui se passe généralement avant 3 à 5 années, et le plurilinguisme tardif, qui se passe justement après 3 à 5 années. Avec le plurilinguisme précoce, on parle davantage d'une langue première et d'une autre langue première, alors qu'avec le plurilinguisme tardif, on parle davantage d'une langue première sur laquelle on ajoute une langue seconde, ce qui est généralement le cas des élèves allophones en classe d'accueil, par exemple. On peut aussi parler du plurilinguisme soustractif versus additif. Quand on parle du plurilinguisme soustractif, c'est généralement le cas d'un élève qui, en apprenant une nouvelle langue, délaisse, disons, une autre langue, notamment sa langue première, par exemple, pour les élèves issus de l'immigration récente. Au contraire, le plurilinguisme additif désigne les cas où l'élève apprend une langue seconde, par exemple, tout en conservant l'usage de sa langue première. On peut aussi mentionner le cas du bilinguisme ou du plurilinguisme réceptif, où l'élève est capable de comprendre une langue. Par contre, il va interagir, il va parler dans une autre langue. Donc, le plurilinguisme réceptif concerne des langues utilisées uniquement en compréhension. On comprend donc que les élèves peuvent être plurilingues de différentes manières. Autrement dit, on a souvent tendance à penser qu'un élève est plurilingue lorsqu'il maîtrise couramment deux langues. En fait, le plurilinguisme est beaucoup plus varié que ça. D'ailleurs, le plurilinguisme est rarement équilibré, que ce soit en termes de maîtrise des langues ou bien en termes d'utilisation des langues. Souvent, ce qu'on note chez les élèves plurilingues, c'est des langues différentes utilisées dans des situations de communication différentes. Par exemple, la langue de la maison, la langue de l'école, voire la langue de communication avec les parents versus la langue de communication avec les frères et sœurs, etc. Rarement, les deux langues sont interchangeables en termes de situation de communication, de sorte que le plurilinguisme et le bilinguisme sont généralement déséquilibrés. On voit donc que les élèves peuvent être plurilingues de différentes manières et l'enjeu pour les systèmes éducatifs dans la gestion linguistique, c'est de s'assurer que les politiques et les pratiques mises en place n'entravent pas les différents types de plurilinguisme possibles chez les élèves. Notamment qu'elles n'entravent pas le plurilinguisme des élèves en imposant du monolinguisme, par exemple en interdisant toute autre langue qu'une certaine langue à l'école. C'est important dans la mesure où si on interdit toute autre langue pour les élèves plurilingues, on empêche la possibilité pour eux de tirer profit, par exemple, de leur langue première pour soutenir l'apprentissage de la langue seconde. C'est important également pour le respect de l'identité et de la culture des élèves. Pourquoi? Parce qu'une langue, c'est aussi la culture qui vient avec, de sorte que même indirectement, lorsqu'un système éducatif interdit l'usage de certaines langues ou privilégie l'usage exclusif d'une langue, il légitime une langue et par là même, indirectement, il délégitime d'autres langues, d'autres cultures et d'autres facettes identitaires des élèves.